Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bon, Antoine Robitaille et Alexandre Dubé sont avec nous désormais ensemble. Vous avez vu ça depuis lundi. Monsieur Dubé, ben non, parce que lundi, Alexandre était là. Donc, il était encore deux, mais on va le faire à trois. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour Benoît. Bonjour, tu fais pitié là, avec ta voix éraillée. Ouais, c'est juste des cordes vocales. Le reste fonctionne. Ben oui. Le reste, on dirait que vous vous préparez pour le. On dirait que vous vous préparez pour le grand voyage du Trisac. Avec ce voix-là. Merci. Merci Alex. Je me sens très toujours bien. là. Des amis, ça sert à ça. Hein? Ouais, je vois ça. J'ai peur d'entendre les ennemis. Tout le monde, là au Québec, là, tout le monde se roule à terre pour Kamala Harris. Vous deux en premier. Antoine, vas-y donc pour Kamala Harris. Ben, moi, je voulais juste ne pas répéter tout ce qu'on a dit à propos du débat d'hier. Depuis ce matin, il y a eu de multiples analyses. Je veux juste dire qu'il y a eu des échos ici à l'Assemblée nationale et c'était peut-être pour se rouler pour Kamala Harris, mais surtout pour dénoncer Donald Trump. Et surtout avec ces animaux domestiques bouffés par des réfugiés haïtiens là, à Springfield. Donc, c'était un peu étrange cette sortie-là. Moi, je comprends pas encore comment des gens peuvent accorder du crédit à quelqu'un qui dit des telles âneries. En tout cas, il faut se mettre dans leur peau. Il paraît qu'il faut écouter, il faut comprendre. Mais écoute, c'est complètement dingue. Tout ça pour dire que la question a été posée à des élus d'origine haïtienne ici à l'Assemblée nationale. On peut écouter ces deux élus-là. D'abord, Lionel Carman, donc ministre délégué à la Santé, puis Madoua Nika Cadet, qui est députée libérale. Il y en a qui ont réagi, savoir si ça n'avait pas insulté justement la communauté haïtienne. Moi, j'ai été insulté. Donald Trump a fait hier. Non, j'ai été insulté. Ça n'a pas de bon sens de dire des choses comme ça. Là. Je suis vraiment désolé. Là. Oui, allez. C'est inacceptable. Moi, je suis pour Kamala. Bien sûr. En textant tout le monde. Vous avez réagi comment? Parce que je présume que vous l'avez écouté, là, le débat hier soir, quand vous avez entendu M. Trump parler des Haïtiens qui mangent des chats. Ben écoutez, c'est absolument désolant. Là. C'est absolument désolant qu'un candidat à la présidentielle américaine arrive sur une tribune de cette stature-là, de cette hauteur-là, puis déblatère des mensonges comme ceux-là. Je pense que ça ne fait pas honneur au rôle qu'il tente d'obtenir. Je pense qu'il blesse bien des gens, qu'ils soient d'origine haïtienne ou non, aux États-Unis ou non, et que c'est tout à fait antiprésidentiel. Donc, deux réactions parmi plusieurs, là, parce que tout le monde est assez catastrophé. Je dirais aussi par le déversement sans gêne de la xénophobie. C'est rare qu'on voit ça quand même sur des tribunes. On a dépeint, Donald Trump a dépeint carrément tous les immigrants et surtout les illégaux comme des gens dangereux. Écoute, les bras nous en tombent, puis je comprends que plusieurs personnes se roulent pour Kamala, pour reprendre ton mot de tout à l'heure. Non, mais juste rentrer Alexandre Dubé là-dedans, oui. Là, parce que Kamala Harris a répondu de rien. On lui a... Tu sais, je comprends Trump, là, pis ça, c'est une niaiserie, ce qu'il a dit. C'est aberrant. Mais d'autre part, Kamala Harris n'a répondu à peu près de rien, même pour l'Afghanistan. Il n'y a pas eu de congédiement. Ça a été le bordel, ça a été mal foutu. Puis elle s'en sort sans égratignure. C'est pas un résultat parfait pour Kamala Harris, Antoine et Benoît. Par contre, est-ce qu'elle a surpassé les attentes? Oui, on entendait certaines critiques qui disaient qu'elle n'est pas capable de sortir de son télésouffleur. Ça lui prend absolument un texte devant elle. Elle n'est pas capable d'accorder une entrevue à un grand réseau de télévision sans la présence de Coach Waltz. Or, ce qu'on a vu, on a quand même vu une candidate là, qui est présidentielle. Dans le cas de Donald Trump, il était son pire ennemi hier. Je sais pas si vous avez vu, les gars, parce qu'en plus sur l'immigration,
le terrain de jeu, si tu veux, il pouvait faire des gains sur ce terrain-là, avec des arguments qui se tiennent. C'est un enjeu aux États-Unis, l'immigration, là. Mais là, de mettre de l'avant cette théorie-là qui circule, puis j'avais la discussion avec Mario, est-ce que dans tous les États-Unis, est-ce qu'il y a eu un cas, 2 cas? On verra, mais là, les autorités à Springfield, Ohio, sont sorties publiquement, que ce soit le maire, que ce soit les policiers, en disant non, écoutez, là. Mais de la façon que Trump a présenté ça, là, c'est comme si barrez vos portes, là. Rentrez vos chihuahuas de 4. C'était complètement farfelu de voir ça. Puis je sais pas si vous avez vu ce matin, là, il continue ses délires. Là, c'est un débat truqué par ABC selon Trump, parce que les modérateurs le reprenaient juste lui. Mais c'est peut-être parce qu'il y a une grande quantité de fausseté qui sortent de sa bouche. Je sais pas, il y a peut-être un lien à faire avec ça. Il a même attaqué Taylor Swift. Après le débat, Taylor Swift a donné son appui à Kamala Harris. Tiens, c'était bien chorégraphié tout ça. On dirait que c'était prévu. Clin d'œil. Mais selon Donald Trump, elle va en payer le prix. Elle va en payer le prix, entre autres, financièrement, au niveau de la vente de ses albums. Et vous avez vu, Benoît, j'espère que tu n'as pas d'action de Truth Social, parce qu'il va falloir que tu reportes ta retraite. C'est en chute libre. Hey, arrête là, la retraite, puis mon guillemot sans gramouille. Là, ça suffit. Là. Antoine, Alexandre et Benoît, je veux juste dire quelque chose. Yasmine Abdel-Fadel, ce matin, me disait « ça doit être dur pour son ego, ce débat-là qu'elle a perdu. » Mais ma réponse, c'est il n'y a rien de dur pour cet ego-là. Tout est transformé. C'est comme tout ce qui touche dans sa vision, là, c'est parfait. Donc, pour lui, il a fait le meilleur débat. Et c'est fou parce qu'il convainc sa base que c'est ça la vérité. Et moi, je trouve que c'est ça qui est troublant. C'est quand quelqu'un a une pathologie aussi évidente que ça, tu sais, c'est du narcissisme olympique, là, de calibre, tu sais, cosmique. J'en ai jamais vu ça. Tu sais, pour une fois, on pourrait dire, on n'a jamais vu quelque chose comme ça dans l'histoire du monde. Ben, c'est le cas, là. J'ai jamais vu aussi narcissique que ça. Bon, il y a aussi la CAQ, Antoine, là, tu dis, ça aliène les entreprises québécoises. Les PME, là, Philippe Richard-Bertrand va en péter une tantôt, c'est sûr. Ah, ben probablement. Écoute, c'est un débat qui est intéressant hier, qui a été comme lancé par Michael Sabia, le PDG d'Hydro-Québec, qui nous a fait comprendre, au fond, que les industries existantes ici qui demandaient des mégawatts ont été contournées par le gouvernement, et c'est des entreprises beaucoup étrangères qui ont reçu les fameux blocs de mégawatts. Et là, le débat est parti. Il y a eu tout un débat en chambre tout à l'heure encore, mais encore plus aigu qu'hier, là, parce que, tu sais, l'opposition dit, au fond, vous arrêtez pas de dire que vous êtes nationaliste, de nationalisme économique, que vous voulez développer les entreprises d'ici. Or, là, c'est démontré qu'il y a toute une liste d'entreprises qui auraient voulu l'électricité, et non, ces blocs-là ont été donnés à Nordvolt, à Ford et compagnie pour la fameuse filière batterie, mais aussi pour toutes sortes d'autres projets. Et c'était ça, là, le dolorama de l'énergie qui était dénoncé par la prédécesseur de M. Sabia, donc Sophie Brochu. Donc, c'est ça qui revient actuellement. Je trouve que le gouvernement a de la misère à se défendre parce que ils ont même affirmé que devant un projet, ils regardent d'abord la qualité des emplois donnés par l'entreprise pour choisir à qui on va octroyer les mégawatts. Et ça, c'est problématique. Il ne devrait pas y avoir, pour un gouvernement nationaliste, une sorte de préférence nationale. J'emploie un terme jadis très connoté en France, mais c'est ça pareil. Est-ce qu'on ne devrait pas préférer les entreprises d'ici? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, quand j'ai entendu François Legault dire ça, moi, je veux bien, mais si c'est 20 jobs à 50$ de l'heure ou c'est 1000 jobs à 20$ de l'heure, il y a peut-être un calcul à faire aussi. Il manque le total en bout de ligne. Il y a ça, mais moi aussi, l'autre chiffre qui m'a fait un peu sursauter, ce sont les prévisions économiques sur lesquelles Hydro-Québec se basait
pour octroyer également là, si tu veux, son bassin d'énergie. On se demandait pourquoi du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec pratiquement un déficit énergétique, en tout cas à l'horizon. Là, on comprenait avec aussi Michael Sabia qui a répondu avec beaucoup de transparence aux réponses, aux questions. Peut-être, est-ce qu'il s'est avancé même un petit peu trop? Là, on l'a vu, moi, distribuer quelques coups de coude avec même la vision de Pierre Fitzgibbon, notamment sur les entreprises qu'on priorisait. Mais par rapport à Hydro-Québec, j'étais quand même rassuré là, de voir que ça n'augmentera pas plus que 3% pour les clients résidentiels. C'est parce que, est-ce qu'on peut au moins aussi avoir du service? T'es vraiment rassuré? T'es vraiment rassuré, Antoine, moi, là, sincèrement, ça n'aurait pas passé si on m'avait chargé davantage pour un service. Je veux dire, il y a un petit coup de vent, là. Juste un petit... Les feuilles des arbres bougent un petit peu à la campagne. Moi, je suis rendu nerveux, là. Est-ce que notre réseau est réellement fiable? Là, je comprends qu'on va faire des opérations pour essayer de dégager un peu les fils puis se donner un corridor, se donner une chance. Mais avant d'augmenter d'1% de plus mon tarif d'électricité, là, assurez-vous donc de me donner du service puis de fiabiliser vos infrastructures. Le discours du gouvernement, là aussi, c'est là où je repose la question, est-ce qu'il ne s'aliène pas les entreprises? Parce que il y a l'octroi des blocs d'énergie et aux entreprises étrangères, donc de préférence quasiment. Puis, d'autre part, il y a cette promesse de laisser les tarifs résidentiels augmenter uniquement de 3%, de les plafonner, mais d'augmenter ceux des entreprises. Et encore là, il fallait lire Carl Blackburn du Conseil du patronat ce matin dans la presse qui disait il y a des limites à vouloir faire payer les entreprises pour la nouvelle production d'électricité. Et je pense que ça vient toucher au cœur de l'identité de la CAQ, c'est-à-dire le parti de l'économie, le parti des entreprises. Alors, en voulant donc faire des tarifs d'électricité une sorte de question de l'urne, de dire nous on promet là que vos comptes d'électricité résidentielle augmenteront pas, ben on est en train d'un peu de s'aliéner bien des entreprises là qui vont être obligées de casquer là. C'est, tu sais, hier le PDG, j'étais dans le point de presse puis Sabia, il a dit ça va augmenter de 4 à 5%, mais moi j'ai entendu le premier ministre la semaine passée parler de 6%. Hey, déjà que les entreprises trouvent que ça coûte un peu cher. Puis hier, en chambre, Madame Fréchette, la nouvelle ministre, a dit que le cadeau des libéraux aux industriels, il s'agissait de ne pas indexer pendant des années le bloc patrimonial d'énergie pour eux, ben c'est fini. Avec la CAQ, c'est fini. Troisième élément qui fait que les entreprises vont casquer. Est-ce qu'elles peuvent, les entreprises, payer pour l'ensemble de la transition énergétique, écologique? Je pose la question, puis j'étais impressionné par Carl Blackburn, encore une fois, dans la presse, qui disait, aux États-Unis, il y a de plus en plus de l'énergie verte disponible, là, puis pas chère. Là. L'éolien est à 3 cents du kilowattheure, alors qu'ici, souvent, c'est 6 à 7. Donc, attention de tout miser sur... On va faire casquer les entreprises, puis on va protéger les tarifs résidentiels. Question à vous deux, Alex, ça fait combien de temps que ça dure, ces questions sur l'énergie, là, sur le manque d'électricité à venir? Ah, mais là, ça fait longtemps. On est bon au Québec pour ça, pour parler, faire des plans, dessiner des choses, des projections. Mais dans le concret, les grands projets, ça prend énormément de temps. Pourtant, Antoine et Benoît, on va se retrouver avec ces questionnements-là de société, là. Est-ce qu'on doit rajouter des barrages? Est-ce que ça passe par l'éolien? Il y a eu toute la question du nucléaire où là, Michael Sabia et Pierre Fitzgibbon, on dirait, ne chantaient pas la même chanson et n'étaient pas sur la même note. Non, mais Benoît, ces questions-là comme société, il va falloir qu'on se les pose à un moment donné, là. On se tape beaucoup en Amérique du Nord. Pierre Fitzgibbon les posait. Moi, je trouvais qu'il faisait un peu du popcorn parce que j'ai assisté à plusieurs points de presse, j'écoutais, je réécoutais, il allait dans un sens, il allait dans l'autre, il était comme, il était difficile à saisir, Pierre Fitzgibbon, même si il voulait qu'on en discute, puis, mais ces questions-là, c'est un peu à cause de lui. D'ailleurs, Gabriel Nadeau-Dubois, aujourd'hui, disait, il a complètement bousillé notre planification énergétique parce que il est arrivé, puis lui, il a dit, on va attirer des entreprises en masse en leur donnant de l'énergie pas chère. Et souvent, c'est des entreprises étrangères en plus, ça, on l'apprend aujourd'hui. Et même là, Sabia vient confirmer qu'il a fait ça. Donc,
ils sont arrivés au pouvoir, il y avait un surplus budgétaire, puis il y avait un surplus énergétique en 2018, et aujourd'hui, on est au Salon Rouge, parce que peut-être qu'on est dans le rouge, comme disait Marc Tanguay hier. Mais qu'est-ce que Michael Sabia connaît à l'énergie? Ben là, c'est un gestionnaire de haut rang, là. Je connais tes doutes, mais écoute, c'était quand même intéressant de le voir prendre position hier, clairement, contre son actionnaire, d'une certaine façon, contre l'opinion de son actionnaire. Mais de quelle autorité parle-t-il de l'énergie à travers le Québec? Est-ce qu'il y a plein de gens là, qui sont experts dans l'énergie. Là. Je pense pas qu'il les consulte un après l'autre. Moi, là, gestionnaire qui décide de l'avenir de l'énergie au Québec, ça me rassure pas. Le gouvernement Legault nous l'a vanté là, quand ils l'ont nommé. Je sais bien, mais je suis pas rassuré pour donc, OK. Ouais. Juste un mot sur Craig Sauvé, là, vous deux. Alex, en premier, s'il te plaît. Bon, on a vu les images de Jagmeet être dans la circonscription de LaSalle-Aymar-Verdun, circonscription fédérale. C'est à Montréal. Il y aura une élection partielle lundi prochain. Alors, tous les partis sont très, très actifs sur le terrain. Pourquoi? C'est parce que les sondages place finalement cette circonscription au cœur d'une course à trois. Les libéraux, les néo-démocrates et le Bloc québécois. Le Bloc est dans la salle Aymar-Verdun d'ailleurs là, aujourd'hui, grosse délégation. Et là, ce qui a retenu l'attention, puis ce qui fait énormément jaser, c'est un dépliant du candidat néo-démocrate, Craig Sauvé. Un dépliant où on voit, si tu veux, en haut, en trame de fond, un drapeau palestinien, puis après ça, un slogan pour arrêter le génocide à Gaza. Là, tu te dis, t'as peu, là. Je ne néglige pas, bien au contraire, les atrocités qui passent là, dans la bande de Gaza et qui se passent également en Israël lors du début de cette guerre-là, le 7 octobre. Ça va faire 1 an là, bientôt, là, les gars. Sauf que je me dis, est-ce que réellement, c'est ça le slogan de campagne? Il y a une chance qu'on a Craig Sauvé pour régler les problèmes de l'humanité. Est-ce que les gens du Hamas puis Benjamin Netanyahou sont là, wait a minute, there's Craig Sauvé. Puis après ça, je lisais aussi Mario dans le journal. Ça a l'air qu'il va faire baisser le prix de l'épicerie aussi. Là. Ouais. Mais Alexandre, on en parlait hier un petit peu. On est tellement, comment dire, connectés d'emblée à l'international. Regardez l'espace que peut prendre un débat étranger. On vote pas aux États-Unis, là. Et donc, je pense qu'avec le numérique, c'était devenu inévitable que même des gens qui cherchent à se faire élire font campagne sur des sujets étrangers. C'est à Verdun que le conflit israélo-palestinien va se régler. C'est tellement imbécile. Ben oui, c'est ça. Ça me renverse. Moi. Puis après, ils se demandent pourquoi personne vote le NPD. Peut-être. En tout cas, mais tu comprends que c'est un nouveau contexte social, je trouve, et médiatique, où on est tellement tout le temps dans le numérique, dans nos réseaux sociaux, que ça nous dénationalise d'une certaine façon. C'est pour ça que l'école devrait résister à certains écrans, puis en essayant de transmettre quelque chose comme la culture nationale et locale. Québécoise, oui. Question quiz. Sur une échelle de 1 à 10, vous donnez combien à Fred Beauchemin pour devenir le prochain chef du Parti libéral? Antoine? Non, c'est sûr qu'il y aura pas il y a pas beaucoup de chance, là. Je lui donne un 2% de chance, tu sais. c'est vraiment improvisé comme calcul, mon cher Benoît. Mais, c'est quand même un candidat qui a des positions claires. Sur la rigueur budgétaire, il est appuyé par qui? Par Carlos Letao. C'est lui, Carlos Letao, qui a fait les budgets de rigueur budgétaire du Parti libéral, même. Austérité. On a dit de l'austérité parce qu'il y avait en arrière Martin Coiteux qui fermait les robinets, tu sais. Et donc, il fait campagne là-dessus. Puis, autre aspect intéressant, lui qui a déjà été candidat du Parti libéral du Canada, il a fait une sortie au début du mois pour une nouvelle commission sur le déséquilibre fiscal. Et il a dit, Ottawa là, contrevient au principe du fédéralisme en intervenant constamment dans nos champs de compétences. Et là, ça va faire un beau choc avec un Pablo Rodriguez qui vient d'Ottawa, qui vient évidemment de voter, puis d'adouber, puis de louer tout ce que le fédéral a fait pour envahir les champs de compétences. Alors, je trouve que sur
ces deux aspects-là, tu sais, on dit toujours, c'est qui ça, Fred Beauchemin? Ben, laissez-lui le temps. C'est sans doute pas le prochain chef du Parti libéral, mais ça fait un bon débat d'idées. Mais Alex? oui, ça fait un bon débat d'idées. Je me sens un peu plus généreux qu'Antoine. Je vais donner 2,5% de chance. Mais le gros problème, c'est le déficit de notoriété. Et on a parlé de Fred Beauchemin au départ, pour les mauvaises raisons. Souvenez-vous, dans toutes ces histoires là, d'allégations qu'il avait éclaboussé à un certain moment donné. Et là, avec un peu de recul, tu regardes là, qui est dans la course. Bon, c'est un secret de polichinelle qui allait se lancer. Il va le confirmer à Trois-Rivières vendredi. Mais là, il y a M. Coderre, lui, qui est empêtré avec ses problèmes aussi avec l'impôt, dont on a parlé pour les mauvaises raisons au cours des dernières semaines. Mm-hmm. Pablo Rodriguez, là, on est pendu à vos lèvres, Monsieur Rodriguez, là, on attend que vous vous lanciez. Et il y a Charles Milliard, entre autres choses. Parmi les candidats qui circulent, qui ont un peu plus de notoriété, quoique ceux qui en ont vraiment plus, c'est M. Coderre et M. Pablo Rodriguez. Mais la pente est tellement abrupte. Mais Alexandre, comment obtenir de la notoriété? Oui, mais comment obtenir de la notoriété? Une des réponses, c'est en participant à une course. Pensons à Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on appelait Paul Saint-Chose ou Paul Chose Saint. Attention, je lis tantôt à l'émission, là. Arrange-toi pas, je perds l'entrevue. C'est qu'on mélangeait les traits d'union. C'est vrai, et maintenant, c'est devenu quelqu'un qui a fait sa place. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y en a qui, justement, font ça pour se faire connaître, pour mettre des idées en avant. Et moi, j'ai souvent discuté à mon émission là-haut sur la colline dans le temps avec Monsieur Beauchemin, notamment excellente émission, défunte, mais parfois je vais faire des balados. Et tout ça pour dire que sur l'intelligence artificielle, notamment, il était intéressant. C'est lui qui a sonné l'alerte, qui a posé une question écrite par ChatGPT. Donc, moi, je lui donne 2%, mais c'est ça, l'agence au courant. Ouais. Absolument. Pour conclure, Alex, un mot sur l'intimidation. Oui, ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, là. On nous racontait cette histoire-là dans le journal. Ça se passe dans la région de Sherbrooke, OK? C'est un agenda qui contenait, je dirais, une drôle de directive, un drôle de conseil. Voilà, je l'ai ici. C'est un père de Sherbrooke qui n'en revient pas. Il est fâché de voir ça, que dans l'agenda scolaire de l'école secondaire de sa fille, on suggère aux victimes d'intimidation de changer leur apparence. Peux-tu croire ça, Benoît? Je vais te lire un passage. Parfois, un simple changement de ton apparence peut suffire à faire cesser l'intimidation. Fais aussi attention à ton hygiène, cheveux et vêtements propres, ainsi que de porter un antisudorifique suffisamment puissant. Mais êtes-vous tombé sur la tête, sincèrement? Êtes-vous tombé sur la tête? Excuse-moi, Alex. Antoine doit nous quitter. Antoine, salut. On se reparle demain. Hey, je vous salue. Salut, Antoine. À demain. Mais Alex, c'est renversant de s'en prendre à la victime et pas de s'en prendre à l'agresseur. Ben oui. J'en reviens pas. Mais ça, c'est très symptomatique un peu de la société dans laquelle on vit, hein, Benoît, dans nos écoles du Québec. Ouais. Combien de fois la victime se fait écœurer à tous les jours, puis là, t'as les petits crottés, les petits intimidateurs qui continuent d'agir de manière complètement, tu sais, en toute impunité, qui se font pas du tout écœurer, qui ont pas de sanction par l'école. Un avertissement, Benoît. Hey, ne fais pas ça. C'est méchant, mais il se passe rien pour de suspension. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? C'est celui qui se fait écœurer, qui est obligé de changer d'école. Puis là, ça va nous dire, si tu changes de T-shirt, là, puis si tu te mets du déodorant, tu vas arrêter de te faire écœurer par des gens qui ont, dans certains cas, même pas été élevés. Tu sais, c'est des gens qui ont même pas les valeurs de base là, de respect. Là. Il y a des manques. C'est pas juste la faute de l'école. Là. Moi, faites-moi pas croire à ça. Là. Alors, j'en revenais pas qu'on était rendu à faire ça. Il y a des parents derrière ça. Mais non, mais dans certains cas, là, c'est les petits chérubins tout parfaits. T'as les deux, hein? C'est où ça que ça se passe, Alex? C'est à Sherbrooke, une école secondaire de Sherbrooke. On les félicite. Monsieur Dubé, merci. On se reparle demain. Plaisir. Faites attention à vous, là, M. Dutré. Ça va.